Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour le podcast numéro 179 avec une petite question d'un patriote, une petite recommandation sur le forum qui me demandait comment organiser une course. Alors lui, dans l'idée, il avait plutôt... c'était quoi déjà? C'était un 9 et un 21 km et puis éventuellement un 38. Et ça me fait penser un petit peu à tous les trails qu'on a autour de chez nous, que ce soit l'automne, début d'hiver ou le printemps, ici en Savoie-Haute-Savoie, avec une recrudescence absolument majeure de courses entre 10 et 25-30 km, ce que j'appelle donc un petit peu la course à la saucisse, puisque l'enjeu est quand même relativement maigre et le principal intérêt de cette course du dimanche matin rapide, c'est de passer un bon moment. Donc, voilà, le podcast est lancé. Comment organiser la course à la saucisse? Alors avant toute chose, les news. Je remercie les deux nouveaux patriotes, Julien Lucky et Guillaume Leclerc. Alors d'ailleurs sur le Patreon, aujourd'hui, cette semaine, ce sera un petit peu Noël, puisque l'article du vendredi sera en avance. Voilà, il portera sur la prépa de l'Endurance Trail des Templiers, que je poste ce soir ou demain matin. Il sera en avance puisque au lieu de paraître vendredi je serai en train de courir normalement si tout va bien, donc je serai très occupé. Et surtout une fois que vous aurez vu la course, vous aurez moins envie de lire la petite préparation, donc c'est dommage. Au niveau du micro là, il me reste plus qu'une seule animation, c'est à l'Eventide de Roya, pour ceux qui connaissent pas, c'est collé à Clermont-Ferrand. C'est très sympa, c'est la ville qui est juste collée à Clermont-Ferrand. Du coup, derrière, paf, vous avez tout de suite les puits. Et puis, cette année, le Puy-de-Dôme. Donc, il y a un parcours un peu plus long que les autres années, pour ceux qui connaissaient, où on va au Puy-de-Dôme. Donc, dernière animation micro. Après, c'est l'hiver. Et l'hiver, on travaille pas. Enfin, en tout cas, très peu. Malheureusement, quelques petites courses à la saucisse ont été annulées. Donc, on travaille moins. Sinon, les chaussettes du Carmi, on fait pression sur la chaussette de France pour en réimprimer plein. En attendant, celles qui me restent en 35-38, malheureusement, il n'y a plus que cette taille. Elles sont sur mon site, donc si jamais on a un petit pied qui se réveille, c'est possible, c'est sur le site internet. J'ai remis également à jour, parce que c'était totalement faux et obsolète, la quantité des t-shirts dans les bonnes tailles. Et puis, à l'abord de l'hiver, je vais refaire quelques bonnets. Pas SM parce que j'en ai, mais une petite dizaine de LXL. Alors c'est quand même assez rare d'avoir besoin d'un LXL, puisque c'est un bonnet technique, donc ça se porte un peu serré. Mais j'en refais aussi là, début novembre, ça va arriver. Et après les Templiers, il restera un seul objectif sportif, sinon uniquement de la course à saucisson. Voilà, de la belle course de dimanche matin, rapide, qui nous prend à peu près 1 heure d'effort, à côté de la maison, ça c'est bien. Alors, allons-y justement pour le podcast. La course à saucisson, c'est quoi? Déjà, il faut une petite distance, sinon c'est pas marrant, ça demande trop de préparation. Donc, disons, un 8, un 10, un 12 km, ça peut être la première distance. Et puis la deuxième, ça va être un 18, un 20, un 22, un 25 peut-être. Avec pas trop de dénivelé, sinon pareil, c'est un peu trop montagnard. Mais un petit 25 bornes avec 1005, ça peut rester encore course à saucisson. Donc voilà, c'est quelque chose de très rapide. C'est quelque chose, je viens le matin, j'ai encore la possibilité de m'inscrire sur place d'ailleurs. Et je repars, c'est 13-14 heures. Soit parce que j'ai fini un peu dans les derniers, soit parce que j'ai fini un peu plus devant, du coup j'en ai profité pour traîner à la buvette. Du coup j'en ai profité pour manger avec les autres le repas champêtre qui était proposé, etc., etc. On est dans l'esprit de la course à saucisson. Il y a toujours soit un repas, soit une buvette qui s'étend en long, en large et en travers. Donc mon exemple le plus proche dernièrement, c'est la Sépienne. La petite course que j'ai faite, donc 25 km 1008, un poil montagneux. C'était une course à saucisson un poil difficile. Au départ, vous avez une centaine de personnes sur les deux distances, donc ça fait un peu plus de 200. Et à l'arrivée, en fait, vous avez tout de suite au bord de la salle
la salle des fêtes, vous avez la buvette qui est étendue et puis quelques tables déjà dressées pour le repas. Parce que le but de la sépienne, en fait, c'est après de boire un verre avec ses copains. Moi, je me suis arrêté à ça, puis je suis rentré parce que je m'étais couché 2 soirs à plus de minuit avec le boulot avant. Mais après, vous avez ceux qui dégustent les dios, etc. Donc voilà, c'est ça l'intérêt, en fait. Faites la course le matin. Ça part à 8h30, voilà, à 11h, j'étais arrivé. Et après, il y a le repas. Rapide, quoi. Même à 13h30, 14h, vous avez fini de manger, c'est fait, quoi. C'est une super matinée conviviale. Donc c'est vraiment ça, la course à saucisson. Et du coup, ça donne envie de l'organiser un peu partout dans tous les villages, parce que dans n'importe quel village, vous avez toujours à portée de main quand même quelques parcours sympas qui vont faire une dizaine, voire une vingtaine de kilomètres. Le week-end dernier, j'étais encore à Santalé, donc là c'est un peu le même concept, sauf qu'on mange pas, c'est juste une buvette. Mais il y avait du monde, ça tournait bien. Et pareil, 100 personnes sur le 10, 100 personnes sur le 22 km. À midi, tout est rangé, tout le monde est à la buvette, et puis voilà, ça traîne un petit peu en après-midi, et c'en est terminé. Bien sûr, une course enfant, pour meubler, ça c'est sympa. Et voilà, deuxième exemple d'une belle course à saucisson réussie, quoi. D'ailleurs, pour les premiers, il y avait quelques lots avec du saucisson. Alors, ces belles petites courses de village, comment les organise-t-on ? Est-ce qu'on tombe tout de suite dans quelque chose de long, pénible, difficile, qui demande un investissement tout au long de l'année, qui va demander une quantité de bénévoles exceptionnelle, qui va demander d'être à plein temps dessus, comme l'UTMB, un petit peu en deçà, comme la Maxi Race, comme les Templiers, des choses comme ça ? Non, là, c'est léger. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut ? Déjà, si vous êtes là, motivé pour organiser un truc, il vous faut les parcours. Donc 2, c'est bien. Voilà, c'est un format qu'on retrouve quasiment tout le temps. Quelque chose autour de 10, quelque chose autour de 20, terminé. Évidemment, si vous avez des coureurs, il va falloir les chronométrer. Alors là, vous avez une offre qui s'étend du néant, du vide au plus professionnel. Alors je ne vous cache pas que, effectivement, Lifetry c'est très costaud. Les points intermédiaires, la beauté de l'interface, etc., etc. Par contre, au niveau du coût, on va être décorrélé de la course à saucisson. Ça va pas être compatible, ça va pas être ensemble. Donc le chrono, ça va être aux alentours de 700 € quand même pour chronométrer la course. Dedans, en principe, il y a les frais de déplacement du chronométreur, il y a son temps sur place le jour J. Il y a le prix des puces qui doit être d'1 € par coureur, donc vous êtes vite à 200 €. Donc voilà, un chronométreur, un truc qui va marcher plus ou moins bien, ça va être 700 €. Voilà. Donc là, dans notre région, on en a plusieurs qui se ressemblent, qui sont très très bien. Tactic Sport, L Chrono, Chronosphère aussi, un peu plus au sud d'Auvergne-Rhône-Alpes. Purement sur Chambéry, très très axé course à saucisson local. On a... Comment il s'appelle déjà ? C'est SCO Chrono là avec la tente rouge. Donc on en a pas mal. Sportips, mais qui va être plus en Auvergne et qui va commencer à aller sur des événements un peu plus gros aussi, donc qui se détache un petit peu de la course à saucisson quand même, qui commence à s'émanciper. Puis j'en oublie certainement. Sur la région lyonnaise, j'avais travaillé aussi une fois avec Yaka Chrono, un peu dans le même ordre d'idée. Voilà pour les petits chronométreurs. Alors il y en a pas mal quand vous allez quand vous tapez dans Google. Mais voilà, vous aurez une offre qui va être autour de 700 €. Après, certains sont encore un poil moins chers, ça dépend de la détection aussi. Ça, on pourrait faire un podcast avec un chronométreur pour qu'il nous explique tout de A à Z. Si sur l'aire d'arrivée, en fait, vous avez une puce sur votre dossard et que vous passez entre 2 antennes, ça c'est le mode de détection le plus sûr, mais c'est le plus cher. Si vous avez une puce accrochée sur la cheville et que vous passez sur un tapis, c'est un petit peu moins cher. Et la version vraiment low cost, c'est que vous avez un petit bout de puce derrière votre dossard. Et en fait, quand vous passez, il y a un bénévole qui vous scanne avec une raquette. Ça, c'est le tout début, quoi. C'est la base, quoi. Et après, on a évolué vers d'autres systèmes. Ou, encore plus archaïque, mais là, ça commence à devenir un petit peu dangereux. C'est que quand le coureur passe la ligne, vous notez son temps à la main. Donc là, il n'y a besoin de rien, il y a juste besoin du numéro de dossard.
Ça peut suffire sur certaines petites courses, mais il faut que votre bénévole soit quand même très vigilant. Faut que le mec ait l'idée de mettre le dossard en face de lui. Voilà, ça, sur le papier, ça marche. Mais si on s'est fatigué à faire une puce qui bip entre deux antennes, c'est parce que il y a des défauts. Voilà, ça on le découvre quand on organise. On fait ah ouais, non, mais on chronomètre comme ça marche. La course se déroule, les premiers arrivent, puis là on fait ah merde, ça marche pas en fait. Parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, parce qu'il y a un événement extérieur. C'est pour ça que souvent sur un événement, on voit le chronométreur, puis il est derrière son PC, on se dit tiens, il est en train de glander. Et en fait, pas du tout, il est sans cesse en train de relever les différentes informations que lui renvoient ses balises. Voilà, des fois il y en a une, elle s'éteint, faut demander à un bénévole d'aller la rallumer, à Pétaouchnok dans la montagne. Des fois il y en a une, elle envoie pas les données d'un coup, elle les envoie par flash, donc on n'a pas de classement pendant 10 minutes, puis après on a tout le monde en 2 secondes. Donc plein de choses. Les abandons à rentrer à la main pour faire disparaître les coureurs de l'écran sur le PC, parce que quand le dernier coureur passe la ligne et que d'un coup le chronométreur vous dit bah non, moi il m'en reste 3, c'est toujours un peu gênant, quoi. Donc voilà, sans arrêt de la manutention à faire tout au long de la journée pour le chronométreur. Donc prévoyez un billet de 700 € à peu près. Après, pour que les coureurs vous entendent, que ce soit au départ, que ce soit à l'arrivée, que ce soit quand vous donnez les podiums ou à d'autres moments de la journée pour animer Dieu sait quoi, il vous faut un petit bout de sono. Donc si on est sur la vraie course à saucisson, on va compter 250 participants. Donc là, 2 enceintes suffisent. Voilà, vous mettez 2 enceintes dans un coin. Normalement, tout le monde vous entend, vous mettez fort, et puis voilà, c'est réglé. Donc ça, la mairie peut peut-être vous les fournir, ils en ont peut-être, ou l'office de tourisme. Ou si vous avez embauché un speaker, peut-être qu'il peut ramener un petit bout de matos, même si c'est pas forcément son métier. Le speaker n'est pas sonorisateur, enfin normalement. Donc il peut vous dépanner en ramenant 2 enceintes pour un petit billet. Ou alors carrément, vous allez faire appel à un vrai sonorisateur. Donc il va lui aussi venir avec 2 enceintes. Alors peut-être qu'il voudra en mettre 4, mais vous pouvez négocier pour qu'il en mette que 2. En lui disant non mais René, écoute, c'est bon, moi ça me suffit comme ça le son, voilà, juste j'ai rien comme matos, donc je veux que tu me les amènes. Du coup, vu que t'es là, tu les installes et puis tu vérifies que ça se passe bien tout au long de la manif. Donc là, le sonorisateur, voilà, si c'est la mairie ou l'office, évidemment c'est gratuit. Si c'est le speaker, moi je sais pas, il va vous demander 100 ou 200 € pour ramener ces enceintes, puis évidemment pour les allumer et les gérer tout au long de la journée, parce que quand il sera en train de parler, en fait, s'il y a un problème, il va être obligé de gérer le problème, il pourra plus être en train de parler, vous voyez un peu le truc, ça va vite. Et le sonorisateur, lui, il va vous prendre un petit peu plus que 200, pour 2 enceintes et le déplacement, on va quasiment approcher les 500 quand même. On va être à 350-400, je pense, s'il habite pas trop loin. Et oui, voilà, dedans il y a son transport, il y a le fait qu'il vous les installe. Et le sonorisateur, il doit être là très tôt, comme le chronométreur. C'est la première chose qui doit fonctionner. Puis très tard, puisqu'il part après le dernier, évidemment. Donc lui, il a une grande amplitude horaire, c'est ça aussi que vous allez payer. Puis il surveille le matos, voilà quoi. Alors quand il fait beau, c'est sympa. Quand il commence à pleuvoir, qu'il faut bâcher, qu'il faut protéger les câbles, etc., voilà, il a plus de boulot. Et puis une fois que vous avez le chronométreur, une fois que vous avez la sono qui tourne, il vous faut quelqu'un pour parler dans le micro. Le speaker. Alors là, pareil, ça peut aller de 0 à on va dire, 400 € pour une course à saucisson, mais vraiment, là, je ratisse large. On va être plus à 250, 350. Donc, le speaker, parfois, c'est un bénévole de l'organisation qui le fait. Donc, des fois, la personne est très enjouée, très animée, et c'est sympa. Et puis, des fois, c'est un bénévole qui le fait un petit peu comme ça, et c'est tout de même un peu plus vide. Donc le speaker professionnel, ce qui se passe, c'est que vu que vous le payez, lui il va quand même faire attention, normalement, aux différentes choses. Alors après c'est pareil, c'est comme pour le chronométreur, c'est comme pour le sonorisateur, c'est comme quand vous appelez un plombier sur l'annuaire, voilà, des fois vous tombez sur un nul, des fois vous tombez sur un bon. C'est partout pareil. Et pour le speaker, voilà, vous avez, en fait, chacun a sa manière d'animer. Donc si vous prenez pas trop la tête, c'est une course à saucisson, vous voulez surtout un gars qui parle, voilà, pour donner un peu le départ, brièvement 2-3 infos,
qui félicite un peu les gens à l'arrivée, qui fasse un podium correct, voilà, vous pouvez prendre à peu près n'importe qui. Et puis après, si vraiment vous avez envie de donner une certaine vivacité à votre événement, là vous allez pouvoir rechercher un speaker. Voilà, est-ce que vous voulez quelqu'un de plus dans la fête, est-ce que vous voulez quelqu'un de plus dans la pratique, ou qui mélange un peu les deux, ou un gars qui va plus présenter, je sais pas moi, les produits régionaux, machin. Donc voilà, le speaker, vous pouvez prendre un de vos bénévoles s'il en a envie, ou sinon un professionnel bien sûr. Et mettez un billet de 300-350 euros. Au niveau des secours, alors c'est pareil, vous allez avoir, je crois que si vous faites venir la Croix-Rouge, ça vous fait quand même pas cher du tout. Après, ça fait un moment que je les ai pas vus, est-ce qu'ils font encore, je suis pas sûr. Donc à mon avis, maintenant, vous allez être obligé de payer pour les secours et pour le médecin. Voilà. Il faut un médecin, et puis il faut 1 ou 2 secouristes avec lui. Ça doit être le minimum, ça. Donc là, pareil, il y a un petit billet à mettre. Vu que c'est une course relativement courte qui part vers 8h le matin et le dernier arrive vers midi 13h, les secouristes ils vont vous demander s'ils sont 2-3 avec le médecin. Ça monte vite, le personnel médical, on va peut-être passer les 500. Voilà. Après, évidemment, si vous êtes sur une grande course, par exemple, le budget des secours pour la Niveau-les-Revards, mais c'est une très grosse organisation parce qu'ils sont à peu près, ils sont moins de 10, mais ils sont 8, je crois. Ils ont des pick-up, des quads. À l'arrivée, ils ont une tente qui est déployée, une très grande tente déployée, et tout leur matos est installé à l'intérieur. Donc là, on a presque un mini-hôpital, en fait, sur place. Ils installent le relais radio et tout. Ouais, c'est 2007 pour les secouristes à la Niveau-les-Revards. Mais là, on parle d'une course qui part de la ville et qui va en montagne, à 1500 mètres d'altitude, avec 600 participants sur chaque parcours, et donc au total 1400-1600 participants. Et une course qui va durer de 8h le matin à 18h le soir. Donc on est quand même au-delà de la petite course à saucisson, donc votre budget sera bien moins élevé. Ça, c'est tous les professionnels qu'il vous faut pour que la course se déroule bien. On verra ensuite dans les options ce que vous pouvez ajouter. Mais avec ça, la course, elle tourne. Sans ça, c'est compliqué. Vous n'avez pas de sono, ça va être dur de donner le départ à la voix. Vous n'avez pas de speaker, on peut avoir un bénévole. Et les secouristes, vous n'en avez pas. C'est illégal. Après, article 0, pas vu, pas pris. Mais en général, le dossier préfecture a quand même peu de chances de passer. Il faut vraiment qu'ils disent pas. Et puis, pas de chrono, pas de course. C'est délicat quand même. Donc, maintenant qu'on a tout ça, il va falloir ajouter les bénévoles. Alors, les bénévoles, pour une petite course comme ça, je dirais qu'avec une 50aine, vous faites le taf. Parce que vous allez en mettre quelques-uns aux intersections, parce que vous n'avez pas confiance dans votre balisage, vous pensez que un propriétaire un peu aigri peut enlever vos balises, un vilain chasseur peut enlever vos rubalises, etc. Des randonneurs qui vont prendre vos petits fagnons parce qu'ils trouvent ça joli. Donc il y a quelques intersections où vous allez juger qu'il est nécessaire de mettre un bénévole pour indiquer le chemin. Après, vous avez besoin de bénévoles un peu en amont pour baliser, donc la veille, peut-être la nuit juste avant l'épreuve si vous êtes un peu craintif, des bénévoles pour faire fermeur de la course, des bénévoles sur les ravitaillements, il en faut quand même au moins 2 par ravitaillement, des bénévoles à l'arrivée pour le ravitaillement d'arrivée, et puis une petite équipe qui va tourner autour de vous pour voir si tout se passe bien au niveau du chrono, si tout se passe bien au niveau peut-être du speaker, si tout se passe bien au niveau de la buvette. Il y aura des bénévoles pour la buvette, des bénévoles au retrait du dossard. Alors après, peut-être la personne qui fait les retraits de dossard peut faire le ravitaillement d'arrivée. Vous voyez, vous pouvez utiliser votre bénévole sur plusieurs tâches. Donc là, c'est à vous d'être malin, d'avoir un joli petit tableau Excel et de voir, Thierry, de 8 à 9, il fait les dossards. Tiens, du coup, oui, effectivement, de 10 à 12, ils peuvent faire le ravito d'arrivée, et puis c'est à côté et tout, donc ils bougent pas, c'est peinard. Après, Gilbert, il est sur l'intersection à 1200 mètres d'altitude. Non, il pourra pas du tout être au ravito d'arrivée, parce qu'il va être là pour le dernier coureur. Donc voilà, vous avez toute une petite gymnastique à faire. Et en principe, je pense quand même qu'avec 50 bénévoles, ça peut tourner.
Alors nous, à la Nivolais, encore une fois, on en a un petit peu plus de 200, mais parce qu'on ratisse large tout au long de l'année, et du coup, ça nous permet d'ajouter un peu de confort aux bénévoles, c'est-à-dire qu'on les met pas tout seuls à l'intersection, on les met à deux. Voilà, donc déjà on double aux intersections, ça permet qu'ils passent une journée un peu plus sympa, puis c'est vrai que des fois ils peuvent y être pour longtemps, pour 3-4 heures de temps quand même. Voilà, on les met toujours en équipe, mais après on peut les mettre tout seul sur une plus petite course, c'est pas très grave. Et puis il va vous falloir le bureau. Alors le bureau, qu'est-ce que c'est ? C'est tout un tas de personnes qui vont travailler sur la course à l'année. Alors à l'année peut-être pas, si on est sur une petite course tranquille, voilà, 3-4 mois avant, ça le fait. Le dossier préfecture, il faut le déposer 2 mois avant. Donc, si on se met dessus 1 mois avant, en validant les parcours, tout ça, c'est bon. 2 mois, c'est un peu plus confortable. Qu'est-ce qu'il nous faut dans le bureau ? Il nous faut le président, ça en principe, c'est vous qui pensez à la course. Le vice-président, alors c'est pas dans les textes, mais c'est pas mal d'en avoir un quand même, puisque si vous les organisez la course sur plusieurs années, peut-être le président va se lasser, et après le vice-président sera plus à même de reprendre l'organisation parce qu'il aura déjà été là en fait. Il faut un trésorier, c'est obligatoire. Et là encore, je conseille de prendre quelqu'un, vous allez l'appeler le vice-trésorier. Parce que le trésorier, c'est pareil, c'est un petit peu pénible de gérer les comptes et tout, de l'association. Et donc, c'est bien d'avoir un bras droit, voilà, quelqu'un un peu qui peut vous remplacer quand ça va pas. Puis bon, votre organisation, voilà, elle est bénévole, donc après, si le trésorier, il y a un soir, il peut pas venir à la réunion, ou il a un problème familial, etc., enfin un truc qui fait que ça passe avant votre petite course, faut pas lui en vouloir, c'est un bénévole aussi, et le vice-trésorier, il est là pour apporter son aide. Et puis la secrétaire, ça c'est pareil, c'est dans les textes, il faut une secrétaire, voilà, c'est très pompeux pour un travail, voilà, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va faire le rapport des comptes rendus, voilà. Donc, alors peut-être pour la première année, vous allez penser ça plus longtemps en avance, mais si vous faites votre course dans les années qui suivent, après, 3-4 mois avant, vous vous remettez un petit peu sur le dossier, vous remettez les parcours à jour, peut-être vous allez avoir envie de changer et tout, mais ça va suffire. Et puis après, il y a le boulot, ça c'est des trucs que vous pouvez déléguer, c'est des trucs, voilà. Le chronométreur c'est facile, il vous fait un devis, vous signez, le mec il vient le jour J, il chronomètre. Voilà, ça vous prend pas trop de temps. Par contre, là maintenant, on va parler du boulot de l'ombre. Ce que vous allez faire en tant que président ou que membre très actif du bureau, très impliqué dans l'organisation. Alors, votre course, c'est bien, là, vous l'avez bien construit, mais maintenant, il va falloir que les gens soient au courant qu'elle existe. Donc pour ça, il vous faut un site internet. Alors déjà, il vous faut aussi un peu des ronds pour faire le site. Le site internet, c'est capital, parce qu'il faut que le coureur ait tous les renseignements. Le règlement de la course, les distances, les parcours, éventuellement la liste d'inscrits, la possibilité de s'inscrire, même si maintenant, souvent on est redirigé sur la page du chronométreur qui propose via une plateforme de s'inscrire, où on peut propulser sa course sur le site internet qu'on a en Savoie, Haute-Savoie, là, qui fait un peu la région, un autre sport.com. Dessus, vous pouvez propulser votre course, c'est-à-dire mettre votre logo, mettre vos parcours à télécharger. En fait, il vous fait une petite page sur son site, le gars. Donc, il y a un calendrier, et d'un coup, paf, on clique sur votre course, et ça nous amène sur une page de son site internet à un autre sport. Et dessus, vous pouvez vous inscrire, consulter la liste d'inscrits, voir les parcours, voir le règlement, tout ce que l'organisateur a mis comme document téléchargeable. Donc ça peut être un palliatif au site internet si jamais vous ne voulez pas en faire. Après, c'est quand même bien d'avoir son propre site pour le divulguer, pour le montrer aux gens. C'est bien d'avoir une petite page Facebook quand même, il y a quand même pas mal de monde dessus. Plus optionnel, ça peut-être on en reparlera plus dans les options, c'est d'aller aussi chercher quelques coureurs sur Instagram. Et puis il y a aussi Twitter qui existe, même s'il y a quand même pas grand monde dans la course à pied dedans. Peut-être ce sera le truc de demain. L'échappée belle y est, l'UTMB y est, voilà. Donc ça c'est votre aspect un peu communication sur internet. Après vous avez la communication papier. Il va quand même falloir faire un petit bout de flyer. Voilà, mais faites-en pas beaucoup, parce que vous n'allez pas non plus en distribuer pendant 2 ans. Mais c'est bien le flyer de le distribuer 3-4 mois avant sur les petites courses locales qui sont autour de chez vous en fait. Parce que c'est ces coureurs-là que vous allez cibler.
Après, il faut aussi aller chercher un petit peu de partenariat, les subventions auprès de la mairie, hein, souvent ils donnent un petit billet. Ils peuvent vous payer le chronométreur, ils peuvent vous payer le speaker, ils peuvent vous payer le sonorisateur, des choses comme ça. Ils peuvent vous mettre à disposition du matos pour la course, des tables, des chaises, des barnums, les petites tentes là, c'est important. Plein de petites choses comme ça. Et puis les partenaires un peu plus financiers, ça peut être le Super U, l'Intermarché pour les ravitaillements. Hein, voilà, les sachets de tuque, le saucisson, les noix, les amandes, les raisins secs, tout ça. Et puis voilà, pour faire votre buvette, vous avez besoin de soda, vous avez besoin d'un fût de bière, etc. Donc les bières du coin, maintenant il y en a vraiment partout. Nous, à Vauglan, la bière elle est brassée 500 mètres, à 500 mètres du lieu de la course. Le fromager, le paysan du coin, voilà, ce que vous voulez. Qui vont donner des lots sympas à vos coureurs. Ça peut être le lot d'inscription. Alors, une course l'avait fait une année, le lot d'inscription c'était un fromage. Ça, c'est une mauvaise idée parce que le fromage était resté dans la voiture toute la journée au soleil, il avait fondu. Donc, la voiture sentait vraiment très mauvais. Mais ça peut être un joli lot sur les podiums. Voilà. Après, au moins, on prend le fromage et on part. Voilà, la petite bière du coin, voilà, ça peut être un lot d'inscription. À la Sépiède, on avait la bière de récup comme lot d'inscription. Le paysan, il peut faire un petit panier garni avec un miel, avec un sauce, avec un fromage pour les premiers, les deuxièmes, etc. Et puis, il faut aller voir aussi les magasins de sport. Ça, souvent, ils aiment bien sponsoriser. Donc, chez nous, c'est Intersport, Go Sport, Sport 2000. Ceux qui font un peu d'autres choses, des vélos, voilà, des choses comme ça. Toutes les petites marques un peu à dimension humaine. Nous, on a EcoSport qui fait aussi pas mal de sports différents. Le Vieux Campeur. Donc, vous pouvez aller chercher quelques lots dans ces antennes-là. Intersport aussi, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous impriment les dossards. Donc, comme ça, vous avez ça de moins à gérer avec le chronométreur, des petites choses comme ça. Et puis, il faut communiquer votre course sur tous les calendriers de trail. Alors, ça, c'est essentiel. Le Trail Endurance Book, c'est maintenant. Hein, donc, il faut y penser. Et puis après, tous les calendriers un peu sur Internet. Donc, il y a BitRail, il y a Jogging, il y a voilà. Ce que vous faites, vous tapez calendrier course, calendrier running dans Google. Et vous allez tomber sur tout un tas de sites. Ça prend un peu de temps, mais plus vous aurez référencé votre course, et plus il y aura des gens qui seront au courant que votre course existe en fait. Parce que souvent, moi de ce que je vois, tous les organisateurs proposent des parcours relativement jolis, et c'est quand même bien organisé. J'ai jamais vu un événement vraiment catastrophique. Mais par contre, j'ai déjà vu souvent des organisateurs qui parlent pas trop de leur événement. Du coup, les gens savent pas vraiment qu'elle existe la course, donc ils viennent pas forcément. C'est aussi ça qui est un peu dommage. Alors maintenant, on va parler des options. Les options, voilà, admettons que votre course à saucisson, vous la faites depuis plusieurs années, et vous vous dites, c'est génial, ça se passe bien, les gens passent un bon moment, moi je suis motivé, j'ai du temps, je vais faire plus. Alors qu'est-ce que c'est faire plus ? Ça peut être embaucher un photographe. Faire venir un photographe professionnel qui prend des photos de vos coureurs, je sais pas moi, à 2 endroits sur le parcours. Voilà. Après, on peut même avoir un autre photographe, quelqu'un qui vient pour faire des images de l'événement. Donc là, c'est encore un travail à part entière, un peu différent. On n'est pas là pour photographier tous les coureurs, on est là pour photographier des ambiances, des paysages particuliers avec un petit coureur qui passe, mais on n'est pas un endroit fixe pour photographier tous les coureurs. C'est 2 choses un peu différentes. C'est pour ça que je vous parle de 2 photographes. Après, vous pouvez faire venir des musiciens, c'est sympa. À la Niveau-les-Revards, il y a un croisement, on a mis le Corps des Alpes. Ils font de la musique pendant 2 heures le temps que les coureurs passent, c'est sympa, ça détend un peu tout le monde. Ils reviennent à l'arrivée, faire un peu, jouer un peu avant les podiums, tout ça. Vous pouvez prendre un mec qui va filmer, un vidéaste, qui va filmer, je sais pas moi, le départ, le passage de certains coureurs au sommet ou sur un endroit remarquable, et puis qui va vous faire le petit film de la course. Un film que vous pourrez laisser traîner sur votre site internet pour donner envie aux gens de venir l'année d'après. Vous pouvez prendre quelqu'un qui va gérer les réseaux sociaux pour vous, un community manager. Quelqu'un qui va vous faire, je sais pas moi, 2 posts sur Facebook par semaine, 1 post sur Instagram par semaine, etc., etc. Quelqu'un qui va le faire pour vous. Parce que, mine de rien, ça prend du temps. Et puis, il y a quand même aussi un savoir-faire. C'est-à-dire, est-ce que je publie aux bonnes heures ? Est-ce que je publie les bonnes informations aux bonnes heures ? Est-ce que mon texte, il est joli ou est-ce qu'il est barbant ? Est-ce qu'il donne envie d'être lu, etc., etc. Est-ce qu'il y a des émoticônes un peu sympas ? Enfin bref, tout un travail que, en général, le président de la sauce n'a pas trop envie de faire ou qu'il bâcle, hein, ça se voit quand même souvent.
Après, vous pouvez payer aussi la pub dans les magazines. Vous pouvez vous payer un encart pub dans Trail Endurance Mag, dans Nature Trail, dans Esprit Trail, dans tout ça. Vous pouvez proposer à vos coureurs un suivi GPS, avec par exemple l'entreprise Dot Vision. Donc là, les mecs vont payer une quinzaine d'euros et ils vont avoir dans leur poche une balise GPS qui va proposer leur chemin sur la carte, sur une carte interactive que leurs proches pourront suivre. Voilà. Vous pouvez mettre des lots de débiles mentaux, en allant chercher des trucs de fou, en faisant, je sais pas moi, un chèque au vainqueur en partenariat avec le Crédit Agricole du coin. Ou alors vous faites designer une grosse cloche à vache, là chez nous on fait beaucoup ça, vous offrez au vainqueur. Ou alors après vous pouvez lui offrir, je sais pas moi, sur des courses, son poids en patates, son poids, voilà, des choses comme ça, des trucs marrants. Vous pouvez lui offrir un voyage, voilà, vous pouvez faire des lots de dingue. Si vous êtes dans le Beaufortin, le premier gagne une meule de Beaufort, enfin on peut tout imaginer, tu vois, un truc un peu rocambolesque. Et puis aussi, vous pouvez augmenter la taille de votre course. Voilà, vous avez un 15 et un 25 bornes, peut-être vous avez envie de proposer un 35, un 40, un 45. Alors là, attention, c'est sympa sur le papier, mais ça va vous demander plus de bénévoles. Bah oui, forcément, le parcours est plus grand. Et ça va vous demander de les tenir plus longtemps, vos bénévoles. Donc, méfiance, là, on s'engouffre quand même dans une organisation qui d'un coup devient plus grosse. Voilà, d'un coup, vous allez quand même ressembler au niveau les revards. En termes de boulot, je dirais qu'on est facilement sur un x2. Facilement. Vous pouvez proposer une course enfant. Alors ça, franchement, c'est facile à faire. Et c'est super. Tout le monde se régale. Dans le village, vous faites un joli parcours. Ceux qui ont entre 4 et 6 ans, vous leur faites, je sais pas moi, 500 mètres. Ceux qui ont de 7 à 9 ans, vous leur faites faire 1,5 km, voilà. Et puis ceux qui ont de 10 à 14 ans, vous leur faites faire 3 bornes. Ou alors vous faites juste une distance pour les tout petits, voilà, faites ce que vous voulez. Mais c'est super sympa dans le village, voilà, vous les faites, en plus les enfants, ça va les faire marrer. Vous les faites passer devant l'école, vous les faites passer, voilà, des endroits du village qu'ils aiment bien. À la fin, vous leur donnez à chacun un petit sachet. Voilà, les enfants, c'est bien, vous avez participé, tac, petit cadeau. Petite médaille, ils aiment bien les enfants, une petite médaille. Voilà, de temps en temps, vous mettez un petit bout de bonbon là dans les sachets légers, ça va, c'est sympa. Et puis une fois que vous avez pris en compte toutes ces options, là déjà, je pense que normalement vous avez quand même un très 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 bel événement qui vous demande pas mal de temps. Et donc si à ce moment-là vous êtes encore vivant, encore motivé, vous pouvez vous diriger vers le boss final de l'organisateur. Le truc ultime, voilà, c'est organiser un ultra trail. Alors ça c'est une folie, faut jamais le faire. Ne faites pas ça. C'est très long, très compliqué. Là, ça vous prendra facilement l'année parce que les parcours seront tellement longs et compliqués que vous allez avoir besoin de tout un tas de validations. Plusieurs mairies parce que plusieurs villages traversés. Plusieurs préfectures parce que plusieurs départements traversés. Il y en a même des fois qui oscillent entre la France et la Suisse. Donc alors là, c'est encore plus compliqué. Qui dit ultra trail dit plein de distance, donc dit un chronométreur qui va vous prendre un tarif exorbitant, c'est normal, il est partout. Les speakers, pareil, il va en falloir plusieurs. La sonorisation, ça va être un truc de malade, style festival. Voilà, donc là, vraiment, c'est... vous faites satelliser. Vous dormez pas pendant au moins 2 nuits pendant la course, et je vous parle même pas de la préparation juste avant. C'est une folie, donc restons calmes. Dans un premier temps, je rappelle que je répondais quand même juste à la petite question de mon patriote qui se posait un peu, voilà, pour savoir ce qu'il fallait faire pour organiser correctement une petite course à saucisson un peu sympa pour prendre du plaisir. Voilà, je pense que j'ai répondu. Si vous trouvez que j'ai oublié quelque chose ou que je suis passé trop vite sur une autre, bien sûr, on peut me contacter. Si vous avez une question pour les autres podcasts, c'est hugo.ferrari@laposte.net. Et puis sinon, on se retrouve dans très peu de temps pour les patriotes avec la préparation de l'Endurance Trail des Templiers que je vais publier. Ou la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Ce sera le 180e. Allez, salut.